Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. La qualité prime sur l'origine. Oui, bien sûr. Et de quoi allons-nous vous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors aujourd'hui, on va parler de personnalités inspirantes qui vont vous pousser à changer de vie au travers de leur parcours incroyable, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la lutte pour la liberté. Ok, c'est tout un programme et c'est moi qui commence Exactement, c'est toi qui commences. en parlant effectivement d'un jeune entrepreneur. Ouh, on va être inspiré. On va être super inspiré là, ça va être... C'est mon sujet de droite. Parce que je trouve que en fait, j'ai un petit peu peur qu'on finisse par nous traiter de séparatisme à force de parler d'islamo-gauchisme et de trucs comme ça. Voilà, j'ai décidé de parler d'un self-made man à la française, Ok, Serge Dassault. d'un véritable entrepreneur tricolore, le précurseur de la Startup Nation, parce qu'on va parler du 19e siècle là, quand même. Un homme qui, à la seule force de son intelligence jupitérienne, hein, on va dire, a révolutionné la presse internationale. J'ai Et- nommé Charles-Louis Havas. Ouh, un nom qu'on connaît un peu. Ouais, fondateur de l'agence du même nom, donc, et inventeur du concept d'agence de presse, et donc de l'AFP. D'accord. Voilà. Comme ça, l'AFP, ça sonne bien. Alors, bah, l'AFP, c'est pas mal. Bon, il y a des choses à dire. En fait, tout est venu d'une vidéo que j'ai vue sur l'AFP où il y a un mec dit vous n'avez pas remarqué qu'il y a quand même des articles qui se ressemblent beaucoup entre des publications qui n'ont rien à voir, Mm. qui sont faites des copier-coller de Oui, l'AFP. Mais c'est quand même pas mal, l'AFP, effectivement. Et c'est indépendant, on le verra à la fin. Enfin, oui, plus ou moins. enfin plus que le Figaro. Oui, Enfin, Figaro qui est très bien, hein, puisque c'est ton sujet de droite. oui, voilà. Plus que Libération. Voilà, l'humanité, combat, Voilà. Fakir. Que Fakir. Toutes ces officines. C'est ça. Donc, Charles-Louis Havas. Le jeune Charles-Louis est né le 5 juillet 1783. Il est né jeune. À Rouen. Et je crois qu'à l'époque où il est né, il a été l'homme le plus jeune de France. C'est vrai, pendant quelques minutes, effectivement. Donc, il est né de Charles-Louis Havas père, parce que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, et Marie-Anne Bellard. Et il est le second enfant du couple, qui en aura 5. D'accord. Et à la première, c'est une fille? Oui. Ah, c'est parce que j'allais dire, sinon c'est bizarre d'avoir gardé le nom du Ouais. père pour le deuxième. Genre, non, le premier il va être raté. C'est un brouillon. C'est un brouillon, on s'en fout. Je vais garder mon nom pour le deuxième. Non, c'est une fille, le premier enfant. Bon, attardons-nous un petit peu sur les parents de Charles-Louis, hein, parce que c'est un peu le terreau sur lequel a germé l'entrepreneur, finalement. Exactement. Hein, et puis, comme tout self-made man, bon, bah, il est parti de rien, mais il faut savoir ce qu'est le rien, quoi. Oui. Bah, pas grand-chose, j'imagine. Ah non, rien, rien. Ça, c'est une vie de misère. Sa mère, Marianne, par exemple, est la fille d'un modeste raffineur de sucre rouennais, veuf, de D'accord. surcroît, donc il ne peut lui donner en dot, au moment de son mariage, seulement 15 600 livres, c'est-à-dire 230 000 euros. Donc, Pas grand-chose. non, une broutille. Son père, Charles-Louis, donc Charles-Louis père, il a étudié le droit à l'université de Caen, enfin, tu vois, alors à la force du poignet, quoi. Ouais, c'est Michel Onfray, quoi. Tout à fait. Et il est obligé d'avoir 2 boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est gestionnaire de fortune des grandes familles de la noblesse de Normandie et inspecteur royal de la librairie de Rouen. Donc il se crève Oui, à la tâche, quoi. il se tue pour un salaire de misère. C'est ça, tout à fait. Heureusement, Le samedi, il y a de la viande. un samedi sur deux, peut-être, et encore, du rat. Heureusement, le Benjamin de la fratrie prospère tranquille, donc le plus petit. Meurt, donc ça fait une bouche de moi à nourrir. Non, 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 aide son frère, donc Charles-Louis Oui. père, dans ses affaires, et celui du milieu, Charles Constant. Bon, lui va lâchement abandonner la famille pour rentrer dans la prêtrise, mais au moins ça fait une bouche de moins de rien. Oui. Voilà. Et puis, la prêtrise, c'est bien pour les pauvres. Le vœu de Ouais, pauvreté, lui, il était déjà habitué. voilà, c'est ça, tout à fait. Donc on l'a compris hein, quand même, c'est du Zola, hein, c'est une famille défavorisée. Je veux dire, Oui. il est parti avec un tour de retard par rapport aux autres, le petit Charles-Louis. Bon, malgré tout, malgré tout, ou à cause de ses parents, il est obligé d'étudier à l'école centrale de Rouen, d'apprendre l'anglais et l'allemand. Enfin, c'est du Zola. Bah, pour mendier. Ben, c'est ça. Pour, Parce que, pour mendier, quand t'es à Rouen, si tu parles pas allemand, oui, tu peux pas. pas un copec. Ben non. En plus, l'enfance de Charles-Louis, puisqu'il est né en 1783, est marquée par la Révolution française. Oui. Hein.
Et Plein donc, d'opportunités pour les gens de basse extraction. c'est pas faux. Mais la Révolution française fait que le père perd un de ses boulots. Ah Sa bah oui, charge d'inspecteur royal est supprimée, il n'y a plus de roi. de fait. Il est obligé de devenir agent immobilier, d'acheter, de vendre des biens nationaux. Les biens nationaux, c'est les trucs que la République a, À confisquer. voilà, aux riches, à l'Église, au roi, enfin, des trucs comme ça. Et donc de travailler avec des gens peu recommandables, hein, par exemple Cambacérès, qui est seulement second consul. Oui, Donc, je veux dire, oui, il arrive même pas jusqu'au premier consul. ouais, c'est un délinquant. Bon, heureusement, la raffinerie de sucre dont a hérité la femme Mhm. de Charles-Louis Père lui permet d'arrondir les fins de mois en se lançant dans l'importation de denrées coloniales. Bon, du sucre, du coton, enfin, c'est du petit trafic, hein. Oui, Et le premier consul, enfin Napoléon, le nomme conseiller général de la Seine-Inférieure, département qui vient d'être créé, mais bon, conseiller général, tout le monde le sait, c'est un sacerdoce, quoi. oui, ça remplit pas la marmite. Non, ça ne rapporte rien. Bref, le petit Charles-Louis, et donc Charles-Louis Havas, celui dont Oui. on parle, est obligé de commencer à travailler à l'âge de 22 ans. Heureusement, maintenant, il y a des lois contre ça. Ah bah oui, quand t'es fils Le travail des enfants, c'est interdit c'est maintenant. interdit. Bah, c'est-à-dire qu'on a évolué Oui. civilisationnellement. Donc il est obligé de travailler à 22 ans pour un ami de la famille, Gabriel Julien Ouvrard, un modeste fils de maître papetier qui a, bon, un peu profité du monopole du papier qu'il avait sur la région nantaise pour faire fortune pendant la Révolution. Parce que on utilisait beaucoup de papier pendant la Révolution, Oui. bizarrement. Bon. Toujours est-il, Ouvrard s'est lancé dans le commerce colonial, lui aussi. Et en 1805, donc plus ou moins quand il consent à engager Charles-Louis, hein, malgré... mais ça le peine hein, quand même de faire bosser un gamin, mais bon. Bah oui, mais c'est l'égalité des chances. Voilà, c'est Je veux ça. dire, Peut-être qu'on peut dire ça. Il lui a donné un tremplin. mais je crois que le CV était anonyme d'ailleurs. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Mais à l'époque, on n'a pas le droit Oui, de mettre la photo en bah, plus sur bien le sûr. truc. Donc en 1805, quand il engage Charles-Louis, le pauvre Ouvrard, il n'y a plus qu'un seul client, malheureusement pour lui, la Marine nationale, dont il a obtenu quand même la fourniture générale des vivres pour la maigre somme de 64 millions de francs. Oui, mais Donc c'est des francs de l'époque. voilà, c'est ça. Non, mais il se tranche la gorge, quoi, tu vois, en donnant un stage comme ça à Charles-Louis, il se tranche la gorge. Donc, Charles-Louis, il est obligé de déménager à Nantes, parce que Ouvrard, c'est à Nantes hein, qu'il travaille, et d'emménager chez Ouvrard, qui a seulement 7 châteaux. Donc voilà, il vit dans une chambre de bonne. Oui, Enfin, on ne sait pas, parce qu'en enfin, pratique. Mais... oui, dans 7 chambres de bonne. Bon, malheureusement, en 1806, Napoléon met en place le blocus continental, qui interdit les ports français à tout navire ayant touché un port anglais. Or, comme l'Angleterre a envahi les colonies françaises, en gros, toutes les denrées coloniales, elles viennent de ports anglais. Oui, Donc, en gros, c'est un peu compliqué quand tu fais de l'import de denrées coloniales c'est depuis ça. Nantes. Le sucre, ça va pas être là longtemps. Non, voilà, le sucre et le coton, c'est un peu relou. Du coup, Charles-Louis Havas est obligé de s'exiler au Portugal avec 3 fois rien, un baluchon, Une valise en carton. une valise en carton. On pense qu'il y allait à pied d'ailleurs. Enfin, ou pas. Parce qu'en fait, le Portugal est neutre à ce moment-là. Enfin, a décidé que t'es gentil Napoléon, mais nous on fait ce qu'on veut, parce que tu nous as Oui. pas encore envahi, donc voilà. Et donc, Charles-Louis Havas s'exile à Lisbonne pour travailler pour un certain Durand-Guillaume de Roure, un Français qui est installé à Lisbonne depuis 25 ans, et puis qui dirige le comptoir commercial français à Lisbonne. Donc, Oui, un petit épicier, quoi. c'est ça. Voilà. Durand-Guillaume de Roure, qui est un ami de Ouvrard. Bon, faut s'entraider, hein, Oui, entre gens de peu. c'est ça, c'est la débrouille. Voilà, c'est ça, faut s'entraider. Donc, Charles-Louis se spécialise dans l'importation de coton brésilien, puisque on produit beaucoup de coton au Brésil, puis que ça touche pas de port anglais pour le coup. Enfin, on s'en fout parce qu'on est au Portugal, Oui. mais donc il importe du coton au Brésil, qui renvoie ensuite en France, notamment à la manufacture de coton d'Annecy que Napoléon a fait construire sur les biens nationaux, qu'a peut-être vendu son père. Enfin bon, on va pas faire des conjectures comme ça parce que bon. Malheureusement, le sort s'acharne un petit peu contre Charles-Louis, puisque l'Angleterre commence à négocier avec le Portugal pour les mettre dans leur poche, plus Oui. ou moins.
Et Ce qui arrive souvent avec les pays neutres. Hein. oui, Finalement, t'es moins neutre que tu fais du bise avec tout le monde. voilà, c'est ça. Mais bon, il semblerait qu'il y a une petite histoire entre l'Angleterre et le Portugal. Ils sont un peu potes, puis ils n'aiment pas les Français. Donc bon, Et puis ils vont faire du Porto. ça doit être ça. Ouais, c'est les Anglais hein, qui font. Ah ouais? Oui. Qui ont inventé le Porto? Mais alors, si je ne me méprends pas, le Porto, en fait, l'origine, c'est que, enfin, en partie, l'essor, c'est le blocus de Napoléon. Ah bah oui, ils peuvent plus avoir de pinard. Bah, De il faut vrai vin. il faut bien du pinard. Mais oui, Et donc les Portugais disent, mais nous on en a. Bon, il est modérisé. il est pas, non justement, il est pas terrible. Ouais. Donc on va faire un truc et Ouais, d'accord. Bah voilà, donc c'est à ce moment-là. Donc ça, c'est en 1807. Ça fait un an qu'il est là-bas, hein, Charles-Louis. Vraiment, le sort s'acharne, hein, on peut dire ça. Et donc, début octobre 1807, Napoléon envoie le général Junot oui, marcher sur le Portugal avec une armée de 25 000 hommes pour arrêter la famille royale portugaise et l'empêcher de se rallier à l'Angleterre. Là, c'est un peu une course contre la montre, hein, plus ou moins. Donc, Junot, il fait avancer son armée de 20 km par jour, c'est quand même pas mal hein, oui. pour une armée. Enfin, pour une armée de Napoléon. Oui, ils n'ont pas encore de... Ouais, ils viennent pas en avion. Hein. Non. Le 27 octobre, l'empereur signe avec le chancelier du roi d'Espagne le traité de Fontainebleau, qui autorise l'armée française à passer à travers l'Espagne et puis qui lui donne un petit peu d'aide logistique. Donc vraiment, ils y vont à fond de train. Mais quand ils rentrent dans Lisbonne le 30 novembre, Junot, tout ce qu'il peut voir, c'est les navires qui emmènent la famille royale portugaise au large. C'est trop tard, il est arrivé trop tard. Bon, du coup, ils vont occuper le Portugal, mais... Oui, et un peu massacré. oui, Enfin, bon. selon les Portugais, un petit peu massacré. Oui, bah c'est énervé, quoi. Oui. Ils n'ont pas fait de pyramide de tête, c'est déjà pas mal. Et donc, comme la famille royale Portugal est partie, a eu le temps de partir, elle va se réfugier au Brésil et interdire le coton brésilien aux Français. Parce qu'elle est un petit peu comme ça. Oui. Un peu rancunier, non? Ouais, je Le trouve. Portugais est rancunier. Je trouve aussi. Bon, mais ça aurait pu mettre un terme à notre histoire sur Charles-Louis. Mais non, parce que c'est quand même un génie, ne l'oublions pas. Et donc, quand il entend, grâce à Ouvrard, que Junot est en train de marcher sur le Portugal, eh ben, il prend son courage à deux mains, il emprunte de l'argent aux gens qu'il connaît, et il arme plusieurs navires de commerce qu'il envoie au Brésil avant l'arrivée de Junot et avant le départ de la famille royale. Quelques semaines plus tard, les navires reviennent avec 3000 tonnes de coton. Il attend un petit peu que les prix montent, oui. que les prix montent beaucoup, et puis il revend tout à Rouen. Et donc, il est riche. Voilà. Mais grâce à son sens des affaires. Bah ouais, il a eu... Il a compté que sur lui. Bah voilà. Bon, il a un peu remboursé, mais... Et puis, il a eu une information avant tout le monde, Oui, il a eu des investisseurs. aussi. Toujours est-il, il est riche. Donc, il se marie avec la fille de Durand-Guillaume de Roure. Ils ont des noms quand même, les mecs. Oui. Durand-Guillaume, bon. Charles-Louis, Durand-Guillaume, Charles-Constant, bref. Alors que Guillaume Durand, ça passe tout seul. Bah... Je comprends pas, ils ont... Bon. Donc, il se marie avec la fille de Durand-Guillaume de Roure, au Portugal. Et puis, voilà, il a réussi à s'arracher à sa condition. Maintenant, c'est un notable, presque. Seulement, les remous de la géopolitique napoléonienne vont encore venir ternir l'horizon de notre malheureux entrepreneur. Bah oui, c'est un moment où il se passe 2-3 trucs hein, quand même. Ouais, un peu. Puisque le traité de Fontainebleau a engendré la guerre d'indépendance d'Espagne, qui a engendré l'occupation du Portugal par l'Angleterre. Et donc, Havas se fait virer, comme tous les commerçants français, de Lisbonne. Et est obligé de rentrer à Rouen en 1809. Bon, comme il a vendu son coton à Rouen, c'est pas grave, la fortune l'attend Oui, à Rouen. bon, en termes de climat, C'est moins bien. peut-être que t'y perds. Voilà, puis le chorizo, pas terrible à Rouen. Mais bon, fait ce qu'on peut. Sauf qu'il faut tout reconstruire, parce que là, du coup, il a plus de boulot. Il est riche, Oui. mais il a plus de boulot. Le pauvre. Bah oui, le pauvre. Que faire? Il va falloir qu'il retourne à la mine, a priori. Sauf que non. En plus, son beau-père meurt. Quand il rentre et tout, quelques mois plus tard, le beau-père meurt. Donc, Durand-Guillaume? oui, Durand-Guillaume meurt et Gabriel Julien Ouvrard est emprisonné pour une histoire de malversation avec le ministère des Finances. Enfin bon, bon il est emprisonné. Donc là, il se retrouve, seul, sans aide, rien du tout. Il peut plus compter que sur sa famille, finalement. Oui. Et heureusement, enfin, il y a de la chance. Parce que son oncle paternel, Charles Constant, celui qui s'était fait prêtre, Oui.
Au moment de la Révolution, bon, il a senti un peu le vent tourner. Prêtre, c'est pas le métier le plus sûr pendant la Révolution. Voilà. Donc, à la place, il est devenu maire de la ville dont il était prêtre. Et puis, C'est pas très très différent. non, finalement, c'est presque pareil. La ville de Neville, en Normandie toujours. Hein. Bon, c'est pas une mégapole non plus, mais voilà. Par rapport à Rubrook, Je sais pas bien, je peux aller vérifier, je t'avoue. Bon, il en profite pour se marier, du coup, hein, avec une jeune fille de sa paroisse qu'il avait confessée un peu avant. Bon, en même temps, hein, t'es plus prêtre, faut profiter, quoi. Bon, et puis en 1809, là, on le retrouve, donc il est plus maire. Il est chef du bureau de la liberté individuelle au ministère de la police générale et secrétaire particulier de Fouché, Joseph Fouché. Un Oui. type qui a un peu de pouvoir. un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais des principes. Ouais, c'est surtout ça, des principes francs. Hein, Voilà, c'est quand la même. morale, l'honnêteté, la droiture. Avant tout. Donc, l'oncle Charles Constant se propose d'aider son neveu en lui, comme ça, lui pointant du doigt quelques affaires. Mais seulement ça, hein. De toute façon, il est riche, donc il fait ce qu'il veut, son neveu. Donc, il installe sa petite famille à Paris et il se lance dans le négoce des emprunts publics. Parce que c'est nouveau. Oui. Et puis, il y a de l'argent à se faire. Comme l'a prouvé Ouvrard, Gabriel, enfin son mentor, si on veut, qui n'est pas resté très longtemps en prison, parce qu'il est un petit peu pote avec Fouché aussi. Il est un petit peu riche. Il est aussi très très riche. Et puis il est pote avec Fouché, avec Cambacérès, qui à ce moment-là est archi-chancelier de l'Empire. Donc Oui, ça ouvre 2-3 portes. voilà, bon. Donc les deux se lancent dans le négoce des emprunts publics, et puis ils s'amusent bien. Hein, ils font un petit peu de spéculation et tout, c'est cool. Bon, malheureusement, les emprunts publics, ça dépend quand même pas mal des succès militaires de l'empereur, hein, Oui. à l'époque. Or, en 1912, donc 3 ans plus tard, le petit caporal, il se lance dans la campagne de Russie. Mauvaise idée. Ouais. Mais lui, il avait quelques circonstances atténuantes. Napoléon ? Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas essayé. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Alors, il avait une autre circonstance atténuante qui a peut-être un petit peu joué dans le fait que, enfin, au moment de la campagne de Russie, en tout cas, ni Ouvrard ni Havas ne perdent beaucoup d'argent. Peut-être parce que c'est Ouvrard qui a fourni, parce qu'Ouvrard il continue à fournir les armées, hein, Oui. tout ça, et c'est lui qui a fourni les chaussures de la grande armée pour aller en Russie. Ah bah du coup, faut marcher, hein. Mais ouais. Non, mais pour faire des économies, Ouvrard, il était censé livrer des chaussures en cuir. Il a livré des chaussures en faux cuir avec des semelles en carton. Bon, c'est moins cher. Oui, c'est moins cher, et puis Il pouvait pas savoir qu'il fait froid en Russie. c'est ça. C'est pas non plus. C'est une vraie différence. En plus. Bon. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit délit d'initié sur le fait que c'était un peu foutu pourri d'avance la campagne de Russie ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, ils ne perdent pas d'argent. En revanche, en 1815, au moment de Waterloo, là, ils n'ont pas anticipé le truc. Oui. Ils y croyaient et donc ils perdent une grosse partie de leur fortune. Alors, Ouvrard. Parce que les balles en carton qu'ils avaient, qu'ils avaient fournies. marche pas bien. Ouvrard. Bon, lui, il perd des fortunes le matin, il en retrouve une le soir. Hein, ça lui fait pas trop de mal. Par contre, Havas, ça lui. Là, il prend quand même un petit coup, là. Bah oui, parce que tout ce qu'il avait amassé à la sueur du poignet. Ouais, il le perd comme ça, c'est sans vol. À la force du poignet, à la sueur de son front. Mais bref, Plutôt, oui, on gardera ça. La force de son front est assez faible, finalement. Il a le front bas. Non, c'est pas vrai. En plus, il y a un tableau très joli de lui quand il est jeune. Il a l'air d'être plutôt beau gosse. Quand il est vieux, beaucoup moins. Bon, ça arrive à tout le monde. Sauf à Sean Connery. Hein? Sauf à Sean Connery. C'est vrai. Et à Tom Cruise qui vieillit pas. Oui. Toujours est-il, il a un peu des dettes, donc il est obligé de retourner dans l'import-export. Tu vois, il redescend un petit peu de denrées coloniales avec l'Angleterre, parce que du coup, bon, maintenant que Napoléon a définitivement perdu, l'Angleterre a de nouveau un ami. Ou un partenaire de commerce, à minima. En tout cas. Donc, il fait de l'import-export avec l'Angleterre, avec son beau-frère, qui s'est installé à Londres, et bon an, mal an, ils se remettent en affaire avec Ouvrard, parce que lui ça va, il s'arrête jamais dans les affaires. Et il recommence dans la spéculation et, avec Ouvrard, la fourniture aux armées. En 1823, Ouvrard remporte un appel d'offres pour fournir l'expédition d'Espagne. Une vague histoire de roi qui est plus trop légitime, donc faut envoyer un autre Bourbon, le remettre dessus. Oui, c'est ça, faut changer un peu les têtes, hop, un peu de passe-passe. Non, mais c'est-à-dire qu'il est vraiment roi, mais enfin, comme les Espagnols, ils ont un petit peu goûté à la démocratie. Oui. Bon, alors, la démocratie napoléonienne, mais ils se disent que remettre un Bourbon, pas trop, quoi. Donc, on leur envoie une armée. Et pas mal, hein, le contrat, c'est 100 millions de francs, quand même. Hein.
Bon. Oui. Sauf qu'en 1825, on se rend compte qu'Ouvrard, pour remporter l'appel d'offres, bon, il aurait peut-être un peu corrompu des officiers et des fonctionnaires pour... Ouais, il a discuté, quoi. Oui, il a discuté, il y a de l'argent qui est tombé de sa poche, et au moment de la discussion, les mecs ont été convaincus que c'était lui qui offrait les meilleures chaussures avec des semelles en carton. Bon, Ouais. Il est breveté, hein, le carton. ça arrive, je veux dire. Bon. Du coup, petit scandale hein, quand même, et Ouvrard est à nouveau jeté en prison. Bon, il va pas y rester longtemps, hein. Oui. Qu'on s'inquiète pas. Qu'on s'inquiète pas. Finalement, l'année d'après, on refait une enquête, et puis on trouve que c'est pas vraiment de la corruption, et que donc... C'est un gros malentendu, une voilà, faut coïncidence. pas... Bon, on a attaqué Ouvrard pour rien, c'est parce que vraiment on n'aime pas les riches, on n'aime pas la réussite en France. Bah, c'est ça. Hein, bon. Sauf que, alors c'est pas vraiment la campagne d'Espagne, mais il se trouve qu'au même moment, il y a des indépendances en Amérique du Sud, enfin c'est un peu le bordel géopolitiquement, et ça fait une crise financière à Londres, et comme Havas travaille avec Londres, bah, il est à nouveau ruiné. Mais alors là, cette fois-ci, bien ruiné. D'accord. Enfin, bien ruiné, c'est-à-dire qu'il habite plus que dans un hôtel particulier, mais un hôtel particulier qui a été vendu à la découpe. Donc il a Ouais. que une aile, tu vois, enfin, ou un bout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est compliqué pour lui. Un peu, un peu. Il a plus qu'un cabriolet, puis il dit je peux même pas vendre mon cheval parce qu'il a 16 ans, personne ne veut l'acheter. À l'Argus, ça vaut rien. C'est ça. Donc il est obligé de se balader en cabriolet. Bon, Avec un vieux cheval. ouais, c'est la risée de Paris, tu vois. Mais bon, il est obligé de mettre en gage ses objets précieux quand même hein, pour nourrir ses enfants. Parce qu'il a eu 3 enfants Oui. entre-temps. Bah, c'est ça, les pauvres, hein, ça fait des enfants. Ouais, enfin, c'est un peu les années de vache maigre. Heureusement, donc je l'ai dit, Ouvrard ne va pas rester longtemps en prison et va se relancer dans la spéculation financière parce que c'est son boulot finalement. Hein, et puis qu'il aime bien ça. Et cette fois-ci sur les emprunts d'État français, mais à Londres, à la bourse de Londres. Ok. Parce que... Pourquoi pas. Mais du coup, il a besoin d'un agent à Paris pour traduire les publications londoniennes, enfin en anglais, et traduire les lettres que lui envoie quotidiennement son agent à Londres. L'agent d'Ouvrard à Londres. Oui. Sauf que l'agent d'Ouvrard à Londres, il est anglais, donc il écrit en anglais. Et Ouvrard ne parle pas anglais. Ah, donc... Il a besoin d'un traducteur. Et on se souvient que c'est dans là qu'on son... revient à la mendicité en anglais et en allemand. Voilà, dans son enfance malheureuse, Charles-Louis Havas a appris l'anglais, et donc il traduit. Donc il traduit pour Ouvrard. Et tous les jours, il reçoit une lettre et des journaux. Or, comme il fait quand même dans la spéculation, hein, Ouvrard, il a besoin d'être au courant avant tout le monde Oui. hein, de ce qui se passe. Du coup, Havas déménage dans un autre hôtel particulier, l'hôtel de Bullion, qui est lui aussi vendu à la découpe, hein, c'est quand même Oui. Ça Ça reste arrive. très modeste. très très modeste, mais qui a l'avantage, cet hôtel, d'être idéalement placé juste entre l'hôtel des postes, la future poste centrale du Louvre, et l'hôtel des ventes, la Bourse de Paris. D'accord. Alors, vous pouvez vérifier, alors l'hôtel Bullion n'existe plus, mais en gros, il était vraiment à équidistance. Les deux, l'hôtel des postes et l'hôtel des ventes, c'est à 3 rues. Hein. Oui, c'est pas très loin. Bah, il est au milieu. D'accord. Et en fait, ça lui donne un avantage certain. Parce que du coup, le matin, à l'ouverture de la poste, bah, il va chercher la lettre de l'agent anglais et les journaux anglais qu'on lui a envoyés. Il rentre chez lui pour les traduire. Et ensuite, il court à l'hôtel des ventes pour donner les résultats à Ouvrard, qui du coup a plusieurs heures d'avance sur les autres. Oui. Parce qu'à l'époque, la presse parisienne a des traducteurs maison, mais qui du coup reçoivent le journal un peu plus tard, le temps que le postier fasse le tour, Oui. qu'ils traduisent dans les locaux du journal, et puis ensuite, il faut qu'on vienne acheter le journal, etc. Ça lui donne 1 heure ou 2 d'avance à Ouvrard. Mais ça suffit. Ben ouais, ça suffit quand tu fais de la spéculation. Du trading haute fréquence. Ouais, c'est ça. C'est clairement du trading haute fréquence. Et c'est un peu secret et tout. L'agent, en fait, il cache son nom. C'est pas destiné à Ouvrard, c'est destiné au nom de sa femme, je crois, ou le nom de la femme de Havas. C'est codé, parce que je suppose qu'ils se sont fait piquer Oui. des infos une fois ou deux. Donc ça commence à marcher un petit peu. Ouvrard, il se fait payer comme... Havas, pardon. Il se fait payer par Ouvrard comme traducteur. Je suppose qu'il le fait croquer un petit peu, mais... Oui. Comme il a plus de biens propres à investir, bon, voilà. Comme il a aussi déjà traduit les journaux, il les revend les journaux anglais, Oui. il les revend aux journaux français, hein, tant qu'à faire. Oui. Voilà. Une fois qu'Ouvrard a fait ses petites affaires, Oui, 1 heure plus tard. voilà. Ce qui fait qu'il met un petit peu au chômage des traducteurs. Bon, ça c'est... Ah, ça, c'est la loi du métier. Hein. Voilà, c'est la loi du marché. Et ça marche assez bien, parce qu'en 1830, Ouvrard
il est en conflit financier avec la famille Rothschild à Londres sur les emprunts français. Nathan Rothschild, le fondateur de la branche londonienne Rothschild, qui est lui aussi un spéculateur à la bourse de Londres, a parié sur la hausse des emprunts et Ouvrard a parié sur la baisse. Et grâce aux informations que lui envoie Havas, Ouvrard va gagner son pari. D'accord. Et donc faire une belle fortune. Parce que c'est les informations qui permettent d'influencer le cours de l'emprunt? Ben non, en fait, il sait à l'avance que l'emprunt français va baisser. D'accord. En fait, c'est au moment des Trois Glorieuses, là. Oui. Havas, il est en plein dedans, parce qu'il est à Paris. Et tout de suite, dès qu'il entend parler de ce qui se passe, il envoie un truc à Havas en lui disant « va y avoir une révolution et tout, les emprunts vont baisser, c'est sûr ». Et donc, il achète à la baisse. Voilà. Et Rothschild, lui, il est à Londres, donc il est plus loin. Mais surtout, Rothschild, il n'a pas d'agent à Paris. Oui. Enfin, pas d'agent aussi bien informé et aussi rapide que Havas. Ce qui fait un petit peu une revanche, en fait, pour Ouvrard, parce qu'au moment de Waterloo, Rothschild, en fait, il a fait sa fortune au moment de Waterloo, parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui avait un agent bien informé et rapide, qui l'a informé de la victoire de Wellington, genre une journée avant même que le gouvernement anglais soit au courant. Du coup, bon, bah, il a fait des investissements qui vont bien et il a fait fortune. Grâce à ce coup, la réputation de Havas, c'est plus à faire. Et il y a d'autres financiers qui commencent à dire, mais attends, moi je te paye, si tu veux. Moi aussi, j'ai la thune. On peut peut-être... pourquoi il n'y a que Ouvrard je veux dire. Et donc, il commence à étendre un petit peu le truc, parce que on est au début de la révolution industrielle, mais ça commence à s'internationaliser un petit peu tout ça. Donc, il se met à traduire des journaux qui viennent d'Allemagne aussi, puisqu'il parle allemand. Et comme sa femme a grandi au Portugal et qu'elle parle français, portugais et espagnol, et bah, elle traduit les journaux qui viennent du Portugal et d'Espagne. Donc, leur petit business de traduction s'étend. Ça marche bien, c'est cool. Ça marche tellement bien qu'en 1832, il a suffisamment de clients dans le monde des affaires, et puis un petit peu dans la presse, parce que une fois qu'il a... Oui, une fois qu'il a traduit, il peut donner avec un peu de retard. Voilà, à la presse. Donc, il a suffisamment de clients pour fonder un vrai bureau de traduction qui va appeler le Bureau des Nouvelles. Donc, qui est... C'est assez catchy comme... Ouais, c'est pas mal. Personne n'y avait pensé avant, Oui. donc voilà, très bien. Ça marche bien, et en 1835, il va fonder l'agence de feuilles politiques, Correspondance Générale, qui, avec le Bureau des Nouvelles, va former l'agence Havas. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Le Bureau des Nouvelles, c'est vraiment à destination des financiers. Oui. L'agence des feuilles politiques, la Correspondance Générale, c'est destiné aux journaux de province et aux préfectures. On va en parler. L'agence des feuilles politiques, en termes d'acronyme. Ah ouais, mais j'avais pas vu, mais non. Non. Ça vient pas de là. Ça vient pas de là. Non. Le problème pour le business model de Havas, c'est qu'il fait payer un abonnement à ses publications et qu'il est cher cet abonnement. Parce que, bon. Ouais, c'est le principe de tous ces trucs-là, encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, ceci dit, l'abonnement à l'AFP, c'est ultra cher. Oui. Et donc, c'est un peu trop cher pour les journaux de province et même pour certains journaux parisiens. Enfin, en même temps, les journaux parisiens, la majorité sont déjà ses clients parce qu'il a mis au chômage où il a absorbé tous les autres bureaux de traduction et toutes les autres correspondances. Il s'est fait un petit monopole tranquille. Ouais, il n'en est pas encore au monopole là, mais il commence à être quand même un peu incontournable, quoi. Et il se dit qu'il lui faut un nouveau protecteur. Et de préférence, un protecteur qui risque pas d'aller en prison pour des histoires de malversation ou de trucs comme ça. C'est là qu'il rencontre Charles Pasqua. Tu crois pas si bien dire, son nouveau protecteur, c'est le ministre de l'Intérieur. Enfin, le ministère de l'Intérieur, parce qu'en fait, il travaille pour le ministère, pas que pour le ministre. En fait, il va réussir à persuader le ministre de l'époque de lui sous-traiter la correspondance des informations officielles. C'est-à-dire les infos que le gouvernement doit faire passer aux préfectures en France. Puisque, de toute façon, Havas a déjà un réseau pour envoyer des nouvelles ou faire revenir des nouvelles depuis la province. Et donc, en 1840, l'agence Havas, elle diffuse quotidiennement la correspondance politique pour les préfets et les sous-préfets, qui est directement rédigée par le ministère de l'Intérieur. Lui, il fait que envoyer. La correspondance politique privée, qui est pour la presse gouvernementale départementale. C'est en gros plus ou moins la même chose, mais pour les journaux d'État provinciaux. Le petit bulletin universel pour les membres du gouvernement et, avec un petit délai, les journaux parisiens. Et les journaux privés, parisiens et internationaux, parce que du coup, il fait la traduction dans l'autre sens aussi.
Et la petite feuille pour les banquiers et les hommes d'affaires avec les cours de la bourse, notamment, dedans. C'est une entreprise qui marche bien. Mais son succès fait un petit peu des jaloux, il y a de la concurrence. Et donc, pour rester compétitif à l'époque, il faut être le plus rapide, en fait. Oui, c'est vraiment le temps qui fait l'argent. Bah ouais. Notamment alors, pour les financiers, parce que ça permet de spéculer, mais même pour les nouvelles, en fait. J'ai lu quelque part que la mort de Napoléon, par exemple, la nouvelle de la mort de Napoléon n'est arrivée que 2 mois plus tard en France. S'il est mort. Ouais. On ne sait pas, mais bon, en tout cas, l'assassinat de Lincoln en 65, ça a mis 1 semaine à arriver en Europe. En fait, plus tu es au courant en avance, mieux c'est, quoi. Plus tard, l'AFP va prouver son efficacité en annonçant la mort de Staline 1/4 d'heure avant Radio Moscou. Parce qu'ils écoutent là-bas. Enfin bon. Bref. 1/4 d'heure avant qu'il soit tué. Il y a eu des doutes. Donc il faut être le plus rapide. Pour ça, il va suivre la technologie, en fait. On est en pleine révolution industrielle. En fait, la rapidité à l'époque, c'est la technologie. Alors, d'abord, il adopte la lithographie pour reproduire ses bulletins plus rapidement et puis les envoyer plus rapidement. Ensuite, dès que le chemin de fer se développe, il envoie ses correspondances par train avec livraison au wagon. C'est-à-dire que le postier ne sort pas du train, c'est les gens qui viennent chercher au wagon. Donc, il peut rester dans le même train et poster à chaque gare. Et il s'arrange avec le ministère de l'Intérieur pour pas avoir à franchir ces lettres, parce que, comprenez, ça prend du temps s'il faut aller au Louvre et tout, on perd 2 heures, c'est relou. Bon. Et puis le ministère de l'Intérieur lui dit, bah ok. Écoute, en même temps, déjà que je te subventionne la moitié de ton budget, donc... hein. On n'est plus à ça près. Voilà. Pour les communications un peu plus lointaines, avec Londres et Bruxelles notamment, Havas organise un réseau de pigeons voyageurs. La légende veut que c'est par pigeon voyageur que Rothschild a été mis au courant de la victoire de Waterloo. Ça, c'est pas bien sûr. En revanche, les pigeons voyageurs d'Havas, ça, c'est sûr. D'accord. Genre, il a 25 000 pigeons et tout. Tous les jours, ils envoient des pigeons dans les 2 sens. C'est incroyable. Et puis, ils ont sélectionné la race de pigeons qui est la plus rapide. C'est les pigeons d'Anvers. Bon, voilà. Qui, depuis, ont colonisé Paris ou... Ouais, peut-être. Toujours est-il, les pigeons, là, ça lui permet de mettre Londres à moins d'une demi-journée, alors que les ambassades, par exemple, mettent de 2 à 5 jours à envoyer un message de Londres jusqu'à Paris. Et donc, pour se la péter un petit peu, en 1841, il envoie sa correspondante au président du Conseil, un matin, en lui disant « Je pense que vous serez intéressé par ce qui s'est dit à la Chambre des Lords hier. » Voilà, si vous voulez en savoir plus, voilà mon numéro. Il y a un abonnement, c'est pas très cher. Non, mais vous me likez sur LinkedIn et on parle. Voilà. Pas de problème. En 1840, grâce toujours au ministère de l'Intérieur, il peut aussi utiliser le réseau de télégraphe de Chappe. C'est du télégraphe lumineux, avec des sémaphores et tout. C'est des tours et tout. Oui. Il y a 543 tours en France qui couvrent 5000 km. Et donc, ça fait des signes et tout, avec des grands bras et des sémaphores. Bon, alors c'est assez rapide. Le problème, c'est que dès qu'il y a un peu de brouillard ou un peu trop de pluie, les communications sont coupées, quoi. Et puis, s'il y a un mec qui se gourre avec ses sémaphores... Il y a un petit côté comme ça, communication par itération. Dès que j'imagine que le message se déforme petit à petit. Ouais, c'est ça. S'il y a un mec qui est un peu bourré, ça marche moins bien. Mais, quand même. Et puis, dès 1845, dès la première ligne télégraphique électrique, le ministère de l'Intérieur lui dit « Oui, ok, d'accord, tu peux l'utiliser. D'accord, tes concurrents vont attendre 5 ans parce que, à un moment donné, les députés vont voter une loi, mais toi, tu peux tout de suite, c'est bon. Et tu as le droit à des canaux prioritaires. Oui, ok, d'accord. Mais c'est bien parce que c'est toi. » Bon, résultat, il a un avantage certain sur ses concurrents. Et il rachète ou il absorbe la majorité de ses concurrents, ce qui fait qu'il a plus ou moins un monopole. En 1848, donc nouvelle révolution en France, avènement de la Seconde République, révolution un petit peu partout en Europe, et donc libéralisation de la presse, un peu partout en Europe et en France. Donc il lui faut plus d'agents. Donc il fait un petit voyage pour engager des gens. Il va engager notamment Paul Julius Reuter, dont on a déjà un peu parlé, et Bernard Wolff, comme correspondants en Allemagne, les deux. Bon, qui ne vont pas rester correspondants très longtemps, parce qu'ils vont chacun fonder une agence. La Reuters, j'imagine. L'agence Reuters pour Paul Julius, et l'agence Continentale, qui à l'époque s'appelle le Bureau télégraphique Wolff, pour Bernard Wolff.
Donc il a des concurrents à l'international cette fois-ci. Ils vont se faire la guerre, ces 3 agences-là, plus la société de presse qui est fondée un petit peu plus tard aux États-Unis. Mais pour le coup, ça peut faire un film assez marrant, la guerre de... La guerre, ouais, je pense qu'il y a dû avoir des trucs assez cool. J'ai pas eu tous les détails, mais... Donc ils se font un petit peu la guerre entre correspondants, pour racheter des publications, pour avoir les meilleures lignes télégraphiques. Le télégraphe n'est pas encore partout, donc entre certaines villes, c'est encore des pigeons voyageurs. Enfin bon. Et puis au bout d'un moment, ils se mettent d'accord pour se partager le monde, en fait. Ça ira plus vite. C'est toujours comme ça que ça finit. Ouais, un peu. Donc Havas récupère la France et ses colonies, l'Europe du Sud, en gros, et l'Amérique du Sud. Reuters, l'Empire britannique et l'Asie. Wolf, l'Europe du Nord et la Russie, et la Société de presse, l'USA et Canada. Pendant un moment, pendant qu'on reste au télégraphe, voilà, ils se sont partagés le monde, ils s'échangent les trucs, tout va bien, chacun chez soi. Oui. C'est ça, là. En fait, il ne reste plus qu'un seul marché qu'Havas n'arrive pas vraiment à atteindre, notamment à cause du prix de son abonnement, c'est la PQR. Ah, j'ai cru que tu allais dire le marché africain, mais en fait, non, tout le monde s'en fout. Oui, non. Ouais, quand ils se partagent le monde, bizarrement, l'Afrique, ils ne le mettent pas. Celui qui veut. Non, mais je pense que c'est par colonie, tu vois, parce que Oui, remarque, à l'époque, l'Empire britannique, je suppose qu'Havas, il fait les colonies françaises. Oh. Oui, à Enfin, quoi qu'en 1850, pas trop, mais... Bon, toujours est-il, non, le marché qu'il n'arrive pas à atteindre, c'est la PQR, la presse quotidienne régionale. Parce que ça coûte trop cher. Donc elle préfère utiliser un de ses concurrents, qui est moins bien informé, mais moins rapidement surtout, mais qui est beaucoup moins cher, le Bulletin de Paris. En fait, le Bulletin de Paris, il est beaucoup moins cher parce que... Parce que le mec recopie. Parce que lui, il a un abonnement à Havas et il recopie. Non. En fait, c'est parce que pour les journaux qui ne peuvent pas payer, il leur dit « Ok, je vous offre l'abonnement, mais en échange, vous m'offrez des encarts publicitaires. Vous me réservez la 3e page de votre journal, par exemple, pour de la pub. » Et en fait, le mec du Bulletin de Paris, il est régie publicitaire. C'est-à-dire qu'il fait l'intermédiaire entre les journaux et les gens qui ont des trucs à vendre, quoi. Et comme ça, en fait, il fait de l'oseille. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il fait pas payer l'info. Il s'en sert juste pour faire payer la pub à d'autres. Voilà. Ce qui fait qu'au journal, ça lui coûte rien, enfin, à part de la place dans ses feuilles. Et au Bulletin de Paris, ça fait pas mal d'argent. Et donc, Havas, il se dit, c'est pas bête, quand même, comme système. Donc, il va racheter le Bulletin de Paris. Parce que, voilà. Et... Déjà, c'est sympa de le racheter. C'est vrai. Il aurait pu juste faire la même chose et le couler. Exactement. Mais non, parce qu'il est pas bête, en fait. Il a besoin de l'infrastructure et tout. Puis il a besoin des mecs qui savent le faire. Parce que lui, il l'a jamais fait. Oui. Donc, il rachète en 1850. Et l'agence Havas rajoute donc à ses activités la régie publicitaire. C'est un peu pour ça qu'on la connaît d'ailleurs maintenant, l'agence Havas. Et les voyages, non aussi. Ouais, après, ils ont fait des voyages. Bon. Il va prendre sa retraite en 1852, Charles-Louis Havas. Et donc, au moment où il prend sa retraite, il a un quasi-monopole sur l'information en France. Et ce monopole, ça donne un petit peu de pouvoir, quand même. Qu'il va utiliser, parce que, bon, je veux dire, pourquoi pas, maintenant que tu l'as. Bon, comme son principal client, c'est le ministère de l'Intérieur, il va l'utiliser surtout au profit du ministère de l'Intérieur, parce qu'il sait où est son intérêt, quand même. Oui. Pas par patriotisme. Non, pas vraiment. D'ailleurs, quand le régime change et le ministre change, Havas y reste. Il n'y a pas de souci. Et le contrat qu'il a fait avec le ministère marche très bien. Il y a d'ailleurs des fonctionnaires du ministère qui passent dans l'agence et puis qui y retournent. Oui, c'est ça, ça pantoufle un peu. Oui, bon, un petit peu, quoi. En fait, il devient... il est même accusé par Balzac d'être un 4e pouvoir au service de l'État. Balzac, en fait, dit il est en train d'étouffer les journaux d'opinion pour faire que des journaux d'information. Bon, ce qui, de nos jours, est un peu... tu te dis, c'est quand même important, les informations. Mais Balzac, il trouve que c'est important que l'information soit... digérée par... Ouais, digérée, mise en contexte, et que Havas ne le fait pas. Parce qu'effectivement, il ne donne que des brèves. Mais donc Balzac dit, en fait, il n'y a plus qu'un seul journal en France, c'est le journal de Monsieur Havas, qui après est un petit peu brodé par les différentes rédactions. Voilà, merci. Mais c'est toujours les mêmes informations. Et puis Balzac aussi, il dit surtout que ces informations, il les prend directement au ministère de l'Intérieur, donc c'est de la propagande en fait. Enfin, la propagande avant l'heure, le mot n'existe pas, mais voilà. Il va du coup utiliser effectivement ce pouvoir pour un petit peu étouffer l'opposition de temps en temps.
pour lui empêcher d'avoir accès aux journaux, en fait. Mhm. Sauf quand il en a besoin. Hein. Oui. Parce que, bon, son contrat avec le ministère de l'Intérieur, Il se souvient de ces années de galère. Voilà, c'est ça, au début, où il se dit, attends, faut faire attention quand même, on sait jamais, la géopolitique, les révolutions, ça arrive, quoi. D'ailleurs, il va un peu s'embrouiller avec Napoléon III, quand même. Il semblerait, quand il prend sa retraite, c'est un peu parce que Napoléon III lui dit, écoute, Maintenant, tu vas prendre ta retraite. t'es gentil, mais t'es vieux, là, hein. Laisse tes fils gérer, plutôt, c'est mieux. Mais il va faire autre chose aussi. C'est que il a commencé dans la finance et Oui. dans l'entrepreneuriat. Donc, il a encore beaucoup d'amis, hommes d'affaires. Et ceux-ci, de temps en temps, ont un peu intérêt à ce qu'on étouffe des histoires qui les dérangent un petit peu. Éventuellement, oui. Éventuellement. Ça arrive, je veux dire. Mais ils ont aussi d'autres amis doivent avoir intérêt à ce qu'on parle de ces affaires. En fait, Havas, c'est au plus offrant. C'est-à-dire que quand tu veux que tous les journaux de France parlent de quelque chose, en bien ou en mal, tu payes Havas. Et quand tu veux étouffer une histoire qui te dérange, tu fais un contrat de silence. Où en gros, il te fait un contrat publicitaire. Il dit oui, t'achètes telle pub. Sauf qu'en fait, la pub, c'est juste de ne pas publier les articles qui te dérangent. Bon. Éthiquement, il n'y a pas trop de soucis normalement. Non, je pense que tout se passe bien. À ce niveau-là, tout se passe bien. Bon, voilà. Toute ressemblance avec des faits actuels serait fortuit. Oui. Et Bref. on embrasse Valeurs Actuelles. Voilà. Et le journal du dimanche. Charles-Louis Havas va mourir en 1858. Et donc, je l'ai dit, c'est ses deux fils qui vont reprendre les mains de l'agence et qui vont, en plus du monopole sur l'information, développer un monopole sur la publicité au sein de la Société Générale des Annonces, qui pour le coup aura un vrai monopole, parce que l'information, c'est difficile d'avoir un monopole. En fait, tu as toujours un petit peu des concurrents qui des réseaux locaux et puis des journalistes en fait. Ouais, voilà. Et puis, tu as le télégraphe, mais bientôt, tu vas avoir la radio. Enfin, les infos, elles viennent d'un peu partout, quoi. Par contre, sur la pub, ça va. Bien. Monopole. Et l'agence Havas, donc elle va être dirigée par les deux fils qui, quand le deuxième va prendre sa retraite en 1879, comme ils n'ont pas eu d'enfants, ni l'un ni l'autre, l'agence Havas va devenir une société anonyme. Elle va maintenir sa position dominante en investissant dans la technologie, toujours, hein, donc la radio, quand ça va arriver, le téléphone, le téléscripteur. Oui. Pendant l'entre-deux-guerres, on va lui reprocher que la branche publicité prenne un petit peu le pas sur la branche information, ce qui est rarement bon pour la qualité de la dite information. Enfin... Et donc Léon Blum va exiger la séparation des deux branches. Et il exige notamment parce que l'État a fini par racheter 47% des actions de l'agence aussi. Oui, donc il exigeait, il a le droit d'exiger. Il a un peu le droit d'exiger, mais on a le droit de lui dire non, parce qu'il n'y a toujours que 47%. Oui. Donc ça ne se fait pas, mais sous l'occupation, l'agence est nationalisée par ces infâmes Allemands, qui vont la découper entre la branche information, qui va devenir l'Office français d'information, et la branche publicité, qui va rester l'agence Havas, parce que le nom est connu, oui. Il faut en profiter. Et à la Libération, l'Office français d'information va devenir l'AFP. On va pas le rendre. Non, non, on va décider de ne pas le rendre. Non, mais en fait, au sein de l'Office français d'information, bon, il y a surtout des journalistes collaborationnistes, oui. Mais il y a des journalistes un petit peu plus sérieux. Et puis, il y a aussi beaucoup de journalistes qui se sont exilés à Londres, en Afrique du Nord, etc., et qui ont continué, en fait, leur boulot. Oui. Et donc, quand ils rentrent à la Libération, ils reprennent les locaux de l'OFI et ils la transforment en l'AFP. L'AFP qui, au début, va être une agence d'État, donc toujours nationalisée, oui. et qui va obtenir un statut spécial en 1957, qui lui assure son indépendance, notamment parce que son comité de direction, c'est des rédacteurs en chef de journaux, en fait. D'accord. Des différents journaux. En fait, j'ai lu que c'était un peu comme une coopérative de toute la presse française. Ok, d'accord. Et elle est indépendante de l'État. L'État n'a pas le droit de la subventionner. En revanche, l'État est son plus gros client, quand même. Oui, donc... Bon. Mais officiellement, elle est indépendante. Et la partie agence de pub, donc l'agence Havas, va effectivement se lancer dans le tourisme à un moment donné et va être nationalisée dans les années 80 pour le bonheur de Monsieur Bolloré. Exactement. Voilà, c'est bien l'entrepreneuriat français. L'entrepreneuriat, c'est cool. Ouais. Je suis content que ça ait confirmé la possibilité qu'on peut se sortir du caniveau, quoi. Que quand on part de rien, on peut arriver tout en haut, quand même. Oui, alors moi, je vais parler aussi un peu de gens qui partent de rien. Un peu plus de rien.
À l'heure où j'étais en train d'écrire cette histoire, donc on est le 6 avril, Mhm. le 6 avril au soir, mardi soir, enfin mardi en fin d'après-midi, on est 104 ans après l'entrée en guerre des USA pendant la Première Guerre mondiale. Ok. Et Puisqu'ils sont entrés en guerre le 6 avril 1917. le 104 ans, c'est un anniversaire important. Oui, bah oui, c'est toujours assez... C'est marqué. Bah, d'ailleurs, il y a eu des célébrations. Le centenaire est passé un peu inaperçu, mais les Mm. 104 ans, Oui. c'était important. Parce que, donc on se dit, avril 1917, les mecs, vous avez un peu attendu. Ouais. Et c'est vrai qu'au début de la guerre, les Américains, ils sont tranquilles, loin de tous les combats. Et ils se contentent de regarder un peu ce qui se passe en Europe d'un œil neutre. Voilà. Enfin, d'un œil neutre, ils essayent de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent tirer profit de la guerre en essayant de commercer avec tout le monde. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils comptent les points, mais ils se disent. Exactement. Le problème dans cette histoire, c'est que quand des pays sont en guerre, en général, ils sont pas très contents que tu commerces avec leurs adversaires. Comme on l'avait avec le Portugal. Avec le Portugal, et en l'occurrence, là, c'est le cas des Allemands. Ouais. Ils sont pas hyper contents que les États-Unis prennent une grosse part du ravitaillement des Royaumes-Unis. Même si c'est parce qu'il y a encore des liens coloniaux, hein. Et ils décident de faire un blocus Mhm. en utilisant une arme qui est encore peu courante à l'époque, le sous-marin. Ouais. Donc on coule des bateaux, ça plaît pas trop aux Yankees, hein, qui déjà penchaient plutôt du côté de l'Alliance. C'est une histoire de langue. Parce Oui, qu'ils- sûrement. Voilà. Quand les Anglais font savoir que, tiens, on a intercepté un télégramme des Allemands aux Mexicains qui disent attaquez les Américains, on vous donne le Texas, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Ouais. Donc les Américains vont s'engager en 1917, mais il y en a qui n'ont pas attendu. Qui n'ont pas attendu 1917. Et dans ces gens-là, il y a un cas un peu spécial qui est celui d'Eugène Bullard. Bullard, je ne sais pas comment on le prononce, puisque lui, même s'il est né en 1894 à Columbus en Géorgie, son père est martiniquais. Ah ouais, donc il est à moitié français. Il est né aux États-Unis, mais son père est martiniquais. Et en fait, il a rencontré la mère en se réfugiant aux États-Unis après des histoires de révolution haïtienne. Ah oui, ouais, non mais. Enfin voilà, Ah ouais, enfin ça fait quand même un bout de temps, parce que la révolution haïtienne, c'est le début du. oui, c'est ses ancêtres en fait Ah oui, d'accord. qui sont réfugiés là. Lui est arrivé plus tard. En gros, il s'est réfugié au sein de la nation Creek, Mhm. une nation indigène américaine, et c'est là qu'il a rencontré la mère d'Eugène. En Qui est fait, donc une crique. qui est donc une Creek, exactement. Et en fait, Eugène, il est un peu du coup tiraillé entre la France et les États-Unis. Et il est surtout tiraillé entre les histoires que lui raconte son père sur la Mhm. France, Mhm. le pays des droits de l'homme, où les hommes naissent libres et égaux en droit, et cette espèce d'idéal d'égalité. Et le racisme ambiant des États du Sud. Ouais, c'est vrai qu'en 1914-17, Ouais, là on est en 1800, début 1900. c'est pas fou. C'est pas fou. Il va voir son père qui échappe de peu à un lynchage. Et il se dit, le choix est assez vite fait. Moi, je vais me barrer. Ah, il a 11 ans. Ah ouais, d'accord. Il a 11 ans, il se dit, je vais me barrer, je vais en France. je me Je casse mets à une Paris. pomme dans mon sac et je me casse. Exactement. Exactement. Bon, ça va pas se faire tout de suite. Hein. Première étape, on est en Géorgie, donc Atlanta. Là, il va rencontrer. Alors, j'ai pas très bien compris, mais ce que je comprends, c'est que c'est un peu entre des forains et des gens du voyage. C'est pareil, un peu à l'époque. Voilà, qu'ils prennent en charge et qui vont lui apprendre d'abord à s'occuper des chevaux, mais pas que, parce qu'ils vont lui aussi apprendre à monter les chevaux Mhm. et à faire la course. Et aussi, ils vont lui apprendre que l'Angleterre, c'est hyper cool, parce que eux sont anglais. Ok. Eux sont anglais, ils lui disent, non mais en Angleterre, un homme noir et un homme blanc, c'est équivalent. Donc Eugène se dit, ah cool, un autre pays où les frontières raciales n'existent pas, je pourrais aussi aller en Angleterre. Finalement, je parle la langue. Exactement. Le problème, pour notre jeune Eugène, très enthousiaste à l'idée de retourner en Angleterre, c'est que ses nouveaux amis, eux, ils se trouvent bien aux États-Unis. Donc, ils sont pas trop pressés de rentrer. Donc, Eugène va les laisser là. Il va trouver un petit boulot de palefrenier Mhm. dans une famille de Géorgie. Et il va participer à des courses de chevaux en 1911. Et un an plus tard, il arrive en Virginie.
Il s'engage sur un navire de fret allemand parce qu'il se dit il y aura moins de problèmes raciaux. Et C'est vrai que les Allemands sont connus pour exactement. leur ouverture d'esprit. Bah, aux années 1900, Oui, cela dit. et une traversée plus tard, il arrive à Aberdeen, En Écosse. en Écosse. Le choc entre l'accent de Virginie et l'accent écossais. Ouais. On est sûr qu'on parle la même langue, là, les Et gars? puis le climat, Oui, peut-être. C'est humide, les deux. c'est ça. Donc il arrive à Aberdeen, il va pas y rester longtemps, il va faire un petit crochet par Glasgow, et ensuite il va aller à Londres. Et là, il est à nouveau accueilli par une troupe de forains Mhm. qui s'appelle les Freedman Pickaninnies Ok. et qui sont tous afro-américains. Ah, ok. Donc c'est des Américains qui sont venus à Londres. Et là, il va jouer la comédie sur scène, Mhm. donc ce qu'on appelle le slapstick, Mhm. donc de la comédie pas très subtile. Bah, du cirque, quoi. Du Oui, clown, un peu. Quoi. c'est un peu du clown. Et il va aussi se mettre à boxer. Parce que, bon. Voilà. Et à boxer pour de l'argent, en fait. Ah, il devient un boxeur professionnel, quoi. Exactement. Et il n'est pas mauvais du tout, en fait, puisqu'il va rencontrer Dixie Kid. Dixie Kid qui est à Londres à ce moment-là, qui est un boxeur qui aurait été champion du monde 2 mois, Mhm. avant qu'on découvre que l'arbitre qui lui a offert la ceinture dans un match un peu controversé avait parié sur le fait qu'il allait gagner. Oui, bon. C'était une autre époque. Voilà, mais apparemment, l'arbitre à un moment a arrêté le match en disant « Ah, c'est l'autre est disqualifié, il est Ah trop ouais. en danger, t'as gagné ». Et tout le monde s'est dit « What ?» Ouais, pas très subtil, Ah l'arbitre, non, quand pas même. subtil du tout. Mais bon, il a été champion du monde pendant 2 mois. Et surtout, notre ami Dixie, enfin le Dixie Kid, a une petite réputation en France puisqu'il a combattu et battu le grand Georges Carpentier. Alors, Georges Carpentier, c'est la légende du début du XXe siècle de la boxe française. ok. C'est le Marcel Cerdan de l'époque. D'accord. Mais vraiment, il a été champion du monde. Enfin, c'est. Je n'y connais rien en boxe. Mais donc Moi, je j'y te connais crois pas sur parole. grand-chose. J'y connais pas grand-chose, mais je sais que je me suis entraîné au gymnase Georges Carpentier à un moment. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais un gymnase Carpentier aussi dans mon lycée, je crois. Et voilà, c'est donc un boxeur. Ok. Ce qui va amener notre ami Eugène sur la route pour aller se battre à Paris. Cool. En suivant Dixie Kid. Donc il arrive finalement à Paris le 28 novembre 1913, Mhm. après 42 combats professionnels. Ah ouais, donc ça va, quoi. Donc c'est un vrai boxeur professionnel. 28 novembre 1913, si tu fais un peu attention à la date, tu dis que les choses vont pas rester très cool pendant très longtemps. Il s'installe quand même à Paris, il s'y plaît énormément, et pour vivre, il continue à boxer. Mhm. Et il va aussi travailler dans un music hall. Pourquoi C'est pas un artiste, la vie de bohème. Mhm. Et quand vient la déclaration de guerre, en août 14, il sait tout de suite, presque tout de suite, ce qu'il doit faire. Il doit défendre sa patrie d'adoption. Logique. Donc en octobre 14, il s'engage dans la Légion étrangère. Ok. Ah bah oui, c'est vrai, il est pas français. Hein. Bah non, il n'est pas Ouais. français, il est américain. Donc il s'engage dans la Légion étrangère où il va rentrer dans le 3e régiment de marche. Et dès 1915, il se retrouve mitrailleur. Oui, la Légion étrangère, il rigole pas trop. Ah ouais, non, il déconne pas. Il se retrouve mitrailleur et la Somme. Ah, oh, bien. Voilà. Puis l'Artois en mai et juin 1915. La Meuse entre septembre et novembre. L'histoire est un petit peu compliquée à ce moment-là. J'ai eu un peu de mal à comprendre les régiments qui se séparent, qui se rallient, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression Ouais. qu'il va servir à la fois avec la division marocaine, Mhm. qui est connue pour les tirailleurs sénégalais, les zouaves et tout ça, mais après, pas mal dans la 170e régiment d'infanterie, Mhm. qu'on surnomme les hirondelles de la mort. Il Ok. gardera toute sa vie une petite hirondelle sur son col. Et la Légion étrangère, faut savoir, effectivement, ça déconne pas trop, hein, puisque on les envoie plutôt en première ligne. Bah oui, ils sont étrangers. C'est Hein. ça que ça sert. Ils sont en 1915, si tu veux, au début de l'année, ils sont 22 000, il y a 11 000 morts. Hein. Ouais. Ouh, c'est peut-être pour ça qu'ils changent beaucoup de régiments finalement. C'est qu'il faut C'est la ça. reformer, quoi. Donc Eugène, hop, direction Verdun. Tranquille. Ça se passe bien généralement. Sur sa courte carrière jusqu'à Verdun, il va être blessé 3 fois. J'allais te demander, 3 fois quand même. 3 fois, la dernière le 5 mars 1916. Et là, c'est la fin de l'infanterie. Il a les jambes en charpie. Pas en charpie, mais en gros, il peut plus courir. Ouais. Donc, C'est plus compliqué pour. donc c'est plus compliqué. Mais il va recevoir la croix de guerre Mhm. et la médaille militaire C'est bien été. pour sa bravoure. Et donc, il se retrouve à Paris
un peu, enfin pas désœuvré, mais il est dans un café avec plusieurs Américains qui le vannent un peu sur le fait que bah, il est même plus assez bon pour être chair à canon pour l'infanterie. Mm. Et qu'est-ce que répond Eugène? Il dit ok, très bien, eh ben je vais essayer l'armée de l'air. Alors, ça fait un peu marrer ses potes qui disent mec, un pilote noir, ça n'existe pas. Oui, oublie pas, on est en 1917. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, on est en 1916. Mhm. On dit, mais un pilote noir, ça n'existe pas. Et donc, il dit, bah, c'est pas grave, il faut un début à tout, et je serai le premier. Bon, l'histoire veut qu'il parie $2000. Ok. Ah oui, il est confiant quand Sur même. cette histoire. Ouais, alors, $2000 en 1916, ça fait $50 000 aujourd'hui, donc je suis pas complètement sûr que, Ouais. que cette histoire soit vraie. Après, il a Mais- peut-être, s'il est vraiment confiant, il a parié de l'argent qu'il avait pas. Oui, et ses potes non plus, a priori. Donc Ouais. bon, tout le monde est content. Mais pour Eugène, c'est pas vraiment une blague. Il y croit vraiment, et comme c'est maintenant un vétéran qui est décoré, il connaît des gens qui sont bien placés. Mhm. Et ça va lui permettre de rejoindre effectivement l'aéronautique militaire, comme on appelle alors l'armée de l'air, pour devenir mitrailleur embarqué. Ah, donc c'est pas lui qui pilote, mais Exactement. il est sur le siège arrière avec la mitrailleuse, quoi. Exactement. Première étape, la formation. Ouais. Donc il va à Caso le 6 octobre 1916, et là-bas, il va rencontrer un autre Américain qui lui est déjà pilote. Il s'appelle Edmond Genet. Qui est un bon nom d'Amérique. Bah, les Américains volontaires en France, à ce moment-là, Oui. il y a peut-être des liens. Et Edmond Genet, il va lui filer un petit tuyau. Il lui dit, mec, si tu t'engages dans les Lafayette Flying Corps, qui est une sorte d'escouade de volontaires, enfin, c'est pas vraiment une escouade, c'est plutôt un mouvement de volontaires qui sont après dispatchés parce que c'est compliqué. Il y a les Lafayette Flying Corps, qui sont une sorte de volontaires américains pour piloter. Et à côté, tu as la Lafayette Squad, l'escouade Lafayette, Mhm. qui reprend tous les mêmes pilotes, sauf un. Lui. Bizarre. Bizarrement, Est-ce que ce sera une petite histoire de couleur de peau? je ne sais pas. Toujours est-il que la Lafayette Flying Corps, bah, ça paye littéralement 100 fois plus Que l'armée française? que l'armée française. Ah. Parce que c'est soutenu par des milliardaires américains. En gros, c'est 50 francs par mois contre 30 centimes. Pas cher payé 30 centimes, hein, quand même à l'époque. Mais en gros, 30 centimes, ça fait 7,50 €, un truc comme ça. Donc, c'est pas... Oui, ça va. Mais bon, 100 fois plus, quoi. Donc, il arrive à Tours pour être formé en tant que pilote. Ah, et plus, mais il a volé quand même en tant que mitrailleur? Non, il a été formé pour ça, mais il n'a pas volé. On lui a formé, donc attends, tu sais déjà mitrailler depuis une tranchée, bah c'est pareil, sauf que ça C'est bouge. pareil, fais gaffe au mec qui est devant toi, quoi. Tire pas sur le mec qui est devant toi et tire pas sur les longs arrière, c'est tout. Et là, on va lui apprendre à voler sur ce qu'il appellera, lui, des cages à poules. Une sorte de biplan, mais d'abord sur le pingouin. Alors, qu'est-ce que c'est que le pingouin? C'est un Blériot 11, donc c'est un modèle d'avion dont on a coupé les ailes et qu'on appelle officiellement le rouleur, parce qu'en fait, bah, c'est pour apprendre à faire des manœuvres au oui. sol. Ouais, quand j'avais étudié Marie Marvin, là, j'ai vu des photos de ce truc-là. C'est plus ou moins posé sur des tonneaux pour apprendre à utiliser les commandes, c'est ça? Oui, c'est ça. 3 jours plus tard, il commence à voler. Ah ouais, c'est rapide. On n'a pas vraiment le temps. Oui, cela dit. Et il va finir par exécuter le lacet, puis le piquet moteur éteint, qui lui donne droit à son brevet de pilote le 20 juillet 1917. Donc 2 semaines plus tard, quoi. Oui, c'est à peu près ça. C'est cool, c'est plus rapide que le permis. J'imagine que le piquet moteur éteint, c'est le créneau de l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu sais le faire, hop, c'est bon, on t'envoie. Donc on est le 20 juillet 17. Entre-temps, bah, les Américains sont rentrés en guerre. Forcément, les volontaires déjà sur place vont être mobilisés. Mhm. C'est les premiers. Bon, sauf Bullard. Parce qu'un pilote noir dans l'armée américaine, ça n'existe pas. Ouais. Alors que dans l'armée française, ils s'en foutent. Alors, bah, pour le moment, lui, il n'est pas complètement... Enfin, pour Oui, le moment, il a lui, juste le brevet, ouais. il a juste le brevet, il est juste en formation. Mais pour le moment, ça ne lui pose pas trop de problèmes. La petite anecdote, c'est son copain, là, Edmond Genet, Mhm. qui, lui, va intégrer l'Air Force du corps expéditionnaire américain. Le 16 avril 1917, il va être abattu par un tir d'artillerie. Et c'est le premier soldat américain à mourir pendant la Première Guerre mondiale. Donc, quoi, 10 jours après 10 jours après le... C'est... Ouais, Mais- il en faut un. Mais voilà. Donc, Bullard, direction Châteauroux. Qui fait vraiment la tournée des Grands-Ducs en France. Hein. Ouais, c'est ça.
pour continuer sa formation de pilote, pour passer de pilote à pilote avancé, pilote militaire. Et lui, il avoue assez volontiers que c'est pas un pilote exceptionnel, mais il va finir par se rendre à Avor pour rejoindre une base opérationnelle. Et là, on va le mettre en charge de l'hébergement des volontaires américains. Enfin, de l'hébergement du début de l'Air Force, quoi. Ouais. On va dire, bon, bah, mec, occupe-toi des Américains, puisque tu les connais. Le problème, c'est qu'il y reste un peu longtemps à son goût. Et qu'il a du mal à comprendre pourquoi il voit des pilotes qui sortent de formation et qui partent au front avant lui. Ouais, c'est ça. Lui, ils veulent pas, quoi. Lui, ils veulent pas. Il commence à se poser des questions, mais finalement, le 20 août, il est envoyé à Bar-le-Duc, donc on est à 40 km de Verdun, là où il a été blessé, et il va y arriver le 27, en compagnie de Jimmy, son macaque qu'il a acheté entre-temps. Parce que... Voilà. Et qui fera l'objet de blagues de tous ses potes pilotes français. Ouais, ok. Ouais, je sais pas si c'est le musical ou... Mais ouais, d'où tu trouves un macaque en France Je ne sais pas. Pendant la guerre. Ouais, en plus, pendant la guerre, Jimmy deviendra un peu la mascotte du groupe. Donc au bout d'une semaine, le commandant Jean Ménard va lui dire qu'il est prêt et qu'il va intégrer le groupe de combat 15 au sein de l'escadrille N93. Ok. Bon, il lui rappelle quand même un peu les basiques, parce qu'il est quand même nouveau, il a jamais participé au combat. Donc les basiques, c'est tu gardes la formation, tu n'attaques pas, mais tu te tiens prêt à te défendre à n'importe quel moment. Ok. Le 8 septembre, il va demander à toute l'escadrille, donc le Jean Ménard en question, de souhaiter le meilleur à Eugène, en leur rappelant que s'il a plus de médailles que n'importe lequel d'entre eux, puisque lui, il s'est déjà battu, et ben il a aussi le moins d'heures de vol de tous. Donc ça fait marrer tout le monde, et Ménard rappelle aussi qu'il est de leur devoir de ne pas faire de Jimmy un orphelin. Jimmy le macaque. Et voilà. C'est pourquoi pas. Écoute. Je pense qu'il faut peut-être pas y voir de malice. Non, bah non, ça l'a dit, c'est un animal de compagnie, effectivement. Oui. Premier vol, il se passe rien. Premier vol, rien à signaler. En revanche, dès l'après-midi et le second vol, le groupe de combat va croiser la route de 4 bombardiers avec une escorte de 16 chasseurs. Ah oui. Le combat commence, et en fait, à l'époque, un combat aérien, c'est 1 ou 2 minutes max. Et en fait, à ce rythme-là, les nouveaux, dont Eugène, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Le temps qu'ils se mettent en route, qu'ils réagissent, le truc est terminé. Et Eugène dira que pour son premier combat, il a juste essayé de tirer sur tout ce qui passait devant lui, qu'il a même pas eu le temps d'avoir peur. Résultat, il a tiré 75 balles. Quand même. Voilà, on retrouvera 7 balles dans la queue de son avion. 4 bombardiers allemands sont tombés, avec 2 chasseurs allemands, et 2 pertes côté français. Ah bah c'est pas mal. Ils étaient combien dans l'escouade française ? Je sais plus. Je crois qu'ils étaient 6, un truc comme ça. C'est pas mal. Donc il va voler, il va effectuer plus de 20 missions aériennes. À cette époque, il faut savoir qu'il y a des règles, tu sais, pour les victoires. Pour avoir une victoire, en fait, il faut qu'elle soit confirmée par un témoin qui est soit en ballon, soit au sol. Ouais. L'avantage, c'est qu'ils volent pas très haut, quoi. Oui. Mais le problème, c'est que les 2 avions que Bullard aurait abattus sont tous les 2 écrasés du côté allemand. Et donc, les victoires ne seront jamais confirmées. Ouais. Donc, officiellement, il n'aura jamais de victoire. Son avion, il restera un peu célèbre parce qu'il peint dessus un cœur rouge transpercé d'un poignard. Et avec un peu mauvais garçon, ça fait un peu tatouage de bagnard. Tu vois. Ouais, mais avec un slogan qui dit « Tout sang qui coule est rouge ». Tout sang qui coule ? Tout sang qui coule est rouge. Ah, c'est pas faux. C'est un peu, quelle que soit ta couleur de peau, à l'intérieur, on est tous pareils. Ouais, c'est pas faux, c'est pas mal. Bon, malheureusement, pour lui, en fait, sa carrière va pas rester active très longtemps parce qu'il va s'engueuler avec un officier. À ce moment-là, lui, il est caporal. Et bon, comme il a déjà été récompensé et tout ça, il va éviter de peu la cour martiale. Ah oui. Mais on va lui dire, l'aéronautique, c'est fini. Bon, l'aéronautique gardera Jimmy, qui malheureusement ne survivra pas à l'épidémie de grippe espagnole. Sérieux ? Ouais. Oh, c'est triste. Et on le renvoie dans le giron du 170e régiment, là où il a commencé, l'infanterie.
et où on va lui rajouter l'humiliation de l'assigner à un bataillon de service. Bah, en même temps, il peut plus courir. Bah, c'est ça, non mais du coup, c'est un Ouais, peu... ouais, il est quand même vachement rétrogradé, ouais. c'est vachement rétrogradé. Il va y rester jusqu'au 23 octobre 1919. Parce que la guerre ne s'arrête pas en 18 pour les soldats français. Bah non, et il Il faut... faut aller en Russie après. faut aller en Russie. Lui, il ira pas en Russie, mais en gros, les bataillons, il y a une bonne partie de l'armée qui reste mobilisée. Oui, oui, non, mais c'est parce que, on en a déjà un peu parlé, mais dès la capitulation de l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Allemagne déclarent la guerre à la Russie. Oui. Donc Bullard, lui, qu'est-ce qu'il fait après? Bah, il va revenir à Paris. Parce que, bon, il s'est quand même battu pour le pays, il a un peu gagné ça. Et il va rejoindre la nuit parisienne. Ah, il retourne au music hall? Alors, pas tout à fait au music hall. Là, il va faire les beaux jours du mythique Zélise, qui est un cabaret de Montmartre, qui est le cabaret de l'époque, en partie grâce à Bullard, parce qu'il va travailler avec un avocat, Bullard, pour son boss qui s'appelle Zélie, pour faire en sorte de contourner la loi et de pouvoir avoir une autorisation pour être ouvert toute la nuit, Mhm. là où les autres cabarets ferment à minuit. Ah, les petits tonneaux. Exactement, c'est les petits tonneaux de l'époque. En plus de ce côté administratif-là, il va y officier comme batteur de jazz. Mhm. Puis, il va faire un peu de jazz et de boxe à un moment en allant à Alexandrie, en Égypte. Il va faire un petit passage à Alexandrie et puis il va revenir comme vraiment une figure de la nuit et du jazz parisien. Où il va commencer par gérer le Grand-Duc, Mhm. où il va devenir pote avec Louis Armstrong et Joséphine Baker. Oui, des petits artistes qui ont un Oui. peu percé à l'époque. Puis en tant que propriétaire de son propre club, qui s'appelle l'Escadrille, Mhm. en référence à son passé de pilote, au point qu'il va inspirer un personnage dans Le Soleil se lève aussi d'Hemingway, Mhm. qui décrit un peu la vie parisienne, et il va aussi en profiter pour gérer une salle de sport, pour se marier. Il va être marié pendant 12 ans, avoir 2 gosses. Bref, enfin voilà, il Oui, a c'est vrai. une nouvelle vie, jusque septembre 39, Nouvelle guerre. nouvelle guerre, et comme lui parle allemand, notre ami Bullard parle allemand. Il a quand même beaucoup de talent, le mec. Quoi. Ouais. Parce que, genre, il est batteur de jazz, il boxeur, Jockey, Ouais, pilote, aviateur, et donc trilingue, a priori. c'est ça. Et comme il parle allemand et qu'il tient un cabaret, on va lui dire, dis donc, tu veux pas nous renseigner un peu sur ce qui se passe du côté des Allemands, Mhm. parce que on est là pendant la drôle de guerre. Donc il va servir d'espion pour l'armée française. Puis quand les Boches débarquent en France, il va s'enrôler dans le 51e régiment d'infanterie. Mhm. Là, il va être blessé assez rapidement en défendant Orléans. Je crois que j'ai pas noté, mais c'est en mai ou juin 40. De Orléans, il va s'enfuir en Espagne et il va être rapatrié à New York. Mais attends, il a quel âge, là? On est en 39, donc il a 45 ans. T'as bien, quoi. Ouais, ça fait des vies bien pleines, hein. Ouais, quand même. Donc le voilà à New York. Le problème, c'est que en fait, les États-Unis, il connaît pas vraiment. Il est parti, il avait 11 ans. Ouais. Là, il va vivre de petits boulots. Le problème, c'est que il a été blessé pendant les 2 guerres. Ouais. Donc ça le limite un peu dans ce qu'il peut faire. Et en plus, s'il est un peu connu en France, aux États-Unis, personne ne sait qui c'est. Ouais. Parce que, bizarrement, on n'a pas beaucoup fait la promotion de ce pilote noir. Ouais, je comprends pas. On en parlera un peu, mais on n'a pas trop fait sa promotion. En 45, il va tenter quand même de récupérer son club de jazz, qui, lui, comme il s'est barré, ça a été un peu confisqué. En fait, il a été détruit Ah, merde. pendant la guerre. Donc, on va lui offrir un dédommagement financier qui lui permet de s'acheter un petit appart à Harlem. Ok, ouais. C'est Il un faut noter qu'il deviendra un petit peu connu alors aux États-Unis, mais c'est en 49 et ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il a participé en fait à un concert dédié aux droits civiques aux États-Unis. Mais là, il était vraiment spectateur. Ah. Il se trouve que les participants au concert ont été considérés comme communistes et donc bastonnés à la fois par la Légion américaine, donc les vétérans de la guerre et les forces de police, et que en fait, il se trouve là au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c'est lui qui est sur toutes les photos. C'est un peu lui le mec iconique qui est pris en photo en train de se faire en train de se faire tabasser, et donc il va avoir une sorte de petite célébrité comme ça.
Il va finir un peu sa vie dans l'oubli général. Hein. Il est dans son petit appartement de Harlem avec les photos de tous ses potes, Louis Armstrong, machin, avec ses 14 médailles de l'armée française. Ouais, quand même. D'ailleurs, à un moment, il sera invité par De Gaulle à raviver la flamme du soldat inconnu. Mhm. Et De Gaulle le décrira comme un véritable héros français. Bah ouais, il peut, quoi. Son dernier job, ce sera liftier au Rockefeller Center, où personne n'a aucune idée de qui il est. Mhm. Et il va décéder le 12 octobre 61. Et sa dernière interview, à un moment, on se rappelle un peu de lui parce qu'on arrive dans des moments où les droits civiques commencent vraiment à décoller. Et on se rappelle un peu de son histoire. Et donc, sa dernière interview, il l'a fait à la télé. Et il l'a fait en uniforme de liftier. C'est genre l'uniforme de Spirou, quoi. Plus ou Ouais, moins. un peu, ouais. Ouais, c'est quand t'as porté deux uniformes Bah, militaires. c'est l'épisode dans Sortie Rock du page, quoi. Un Ouais, peu. ouais, plus ou moins. Enfin, oui, voilà, c'est Ouais, c'est un peu dur. un peu dur. Ouais. Bon, son histoire, elle est quand même hyper particulière. Hein. Mhm. À lui, parce que il s'est barré. En fait, il était. C'est un Américain qui était déjà à Paris au mauvais moment, mais Et puis qui sait tout faire, quand même. Parce que... oui. Mais c'est pas le seul Afro-Américain finalement à avoir traversé l'Atlantique pour aller se battre sur le sol européen. Là encore, on va remettre. Je vais refaire un tout petit peu de contexte parce que donc au début, les Américains ils sont neutres, donc Mhm. ils ont pas du tout envie de s'engager dans le conflit. Et ça se ressent au niveau de la taille de leur armée. Ah ouais, ils ont pas une très grosse armée au début Et de la ben, guerre. au début de la guerre, ils ont 120 000 soldats. Oui, ce qui pour les Euh, États-Unis est rien, quoi. pour mettre en perspective, la France, pendant la guerre, va mobiliser 2 millions d'hommes. Et en une seule journée, il y aura 27 000 soldats qui vont mourir, français. La journée la plus meurtrière, c'est... Enfin, voilà. La Première Guerre mondiale, c'est vraiment... C'est vraiment une boucherie immonde. En plus, les Yankees, bah, eux, ils restent un peu sur la guerre civile, les bataillons bien rangés, la guerre de tranchées. C'est pas trop ce qu'ils connaissent. Ouais, la dernière guerre qu'ils ont faite, c'est la guerre avec l'Espagne à Cuba, qui s'est finie en 3 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on va devoir mobiliser. Et en fait, quand on va mobiliser, on va faire ce qu'on appelle le Selective Service Act en mai 1917. Et là, il va y avoir une petite contradiction. Parce que ce qu'on dit, c'est tout citoyen est appelé à servir. Mhm. Sauf que aux États-Unis, citoyen, c'est un peu ambigu. Mhm. Parce que les Noirs américains, pour la conscription, ils sont des citoyens. Mais pour la Constitution, ils ne sont pas tout à fait des citoyens. Ouais, selon les États, ils sont pas tout à fait citoyens. Ils sont libres, mais ils n'ont pas forcément les mêmes droits que tout le monde. C'est un peu des citoyens de seconde zone. Mhm. Et donc, du côté de l'armée, le racisme va jouer vraiment à plein. D'abord, parce qu'on ne va pas les considérer comme des vrais soldats, c'est-à-dire qu'on va leur donner moins de nourriture, on va leur donner des uniformes de moins bonne qualité. Et puis, on a vu aussi comment on va pouvoir utiliser les tests d'intelligence de façon raciste pour ne pas promouvoir d'officiers noirs, puisque de toute façon, l'armée ne veut pas d'officiers noirs. Mais déjà, ils prennent des soldats noirs. Oui, déjà, ils prennent des soldats noirs. Mais encore, parce qu'en fait, on se dit, les soldats noirs, bon, on en a besoin, mais est-ce que c'est vraiment une si bonne idée d'apprendre à des minorités opprimées à se battre, à utiliser des armes. à utiliser des armes? Est-ce que ça pourrait pas se retourner contre nous? Surtout, une fois la guerre finie, ça risque de faire des gens qui sont un peu moins faciles à gérer. Ouais. Parce qu'on aura des héros noirs, des gens, des soldats qui seront battus au même titre que les autres. Mhm. Ça cadre pas du tout avec les discriminations qui sont en place. Donc il y a un vrai problème, et ce qui va se passer, globalement, un peu comme avec Bullard à un moment, c'est qu'on va essayer de les cantonner au maximum à des rôles de support. En fait, ça va être des domestiques qu'on va pas envoyer au front. Bon, cela dit, s'il faut que le ravitaillement, ils conduisent les camions, les trucs comme ça, à la limite... Oui, c'est ça. Guerre, C'est pourquoi pas, que d'un point de vue systémique et institutionnel, c'est horrible. Peut-être que le soldat individuel qui se dit tiens, je vais pas au front. Ouais, peut-être que lui, finalement... Peut-être que lui il se dit ouais, bon. Il y a un truc comme ça, Gandhi, pendant la Première Guerre mondiale, il est un peu embêté parce que là, il fait ouais, non, mais moi je suis quand même pour la paix, la non-violence, tout ça, mais il faut que je défende l'Empire britannique parce que c'est une époque où il est encore très patriote. Et donc il dit aux gens qui le suivent, bah engagez-vous, mais que comme brancardier ou infirmier. Bon, sauf que eux, c'est volontaire. Et en fait, ça va pas se passer très bien, hein, l'intégration des Noirs dans l'armée américaine. Par exemple, il y a une histoire assez connue à Houston
où on a un camp d'entraînement en fait, parce que bon, Il faut quand même les entraîner. il faut quand même les entraîner, qui est dédié à des régiments afro-américains. Et là, on va avoir un soldat noir en fait, qui est en permission à Houston, qui va s'interposer lors de violences policières. Mm. Un policier qui tabasse une femme enceinte, je crois. Ah oui, un truc normal, quoi. Et ce policier va dire t'es qui toi, et va tabasser le soldat et il va l'arrêter. Ouais. Un deuxième soldat vient en se disant mais où est mon pote machin. Pareil, même sort, on lui dit ferme ta gueule, t'as rien à faire là, on t'arrête. Et en fait la rumeur va atteindre le camp en disant que la police de Houston a tué un des soldats. Bref, 20 morts, dont 5 policiers. Le suicide du sergent qui a mené tout le monde pour aller faire l'opération de vengeance. 13 soldats qui vont être pendus. Ah. Voilà, ça montre Oui, il y a quelques petites tensions. Hein. Ouais, c'est serein. Et c'est dans ce contexte-là, apaisé, que William Ewart va assembler le 369e régiment, qui va s'appuyer sur le 15e régiment de la garde de New York. Mhm. Donc lui, il est blanc, mais il est progressiste, il a des ambitions politiques. En gros, il se dit que la guerre, c'est une occasion de faire progresser l'égalité des races dans le pays, et donc aussi d'avancer sa carrière, mais aussi de se battre pour son idéal. Et il va donc recruter un régiment qui est très local, new-yorkais, et principalement basé sur Harlem et Brooklyn, les deux grands quartiers afro-américains à l'époque. Il va en fait essayer d'enrôler un peu toutes les strates de la société noire new-yorkaise. C'est-à-dire qu'on va avoir des sportifs, certains connus localement, on va avoir des petites frappes un petit peu criminelles, mais on va avoir aussi des intellectuels, des avocats. Dans l'armée. Qui se disent c'est important, c'est une façon aussi de se faire accepter comme des citoyens à part entière. Donc il va enrôler 2500 soldats. Ah, quand même. Et 48 officiers. Bon, tous blancs. Ouais, c'est ce que j'allais demander, mais attends, tu m'as pas dit que les officiers, ils avaient pas le droit d'être noirs? Si. Et l'état-major dit non, les officiers sont tous blancs. Et c'est marrant parce qu'à la même époque, tu as une autre initiative qui s'appelle la Rainbow Division. Donc la Rainbow Division, en fait, c'est des soldats qui n'étaient pas dans des régiments avant, qui viennent de 26 États différents, donc qui viennent d'un peu partout dans le pays, qui sont tous rassemblés au sein d'une division. Et on va les faire défiler dans New York avant qu'ils partent. Le 369e va dire mais attendez, nous on est de New York. Pourquoi nous on défile pas? Et on va leur dire mais il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Et il y a des soldats roses et bleus. Oh là là, les mecs, ça arrive. Donc pas de parade. Vous avez le droit de vous faire tuer, mais pas de parade. Exactement. 3 tentatives infructueuses de traverser plus tard, enfin des problèmes d'intempéries, machin. Ce sont des soldats qui, eux, pour le coup, n'ont pas vraiment reçu d'instruction formelle, enfin d'entraînement formel, qui arrivent à Brest le 1er janvier 1918. Et à ce moment-là, comment dire, en Europe, c'est un peu fini la bamboche. Hein. Ouais, parce que l'année 18, il y a encore pas mal des morts. Hein. Ah oui, là on est vraiment en plein, enfin Verdun est un peu passé, mais la guerre bat son plat et on a besoin d'hommes pour aller au front. Donc l'armée française va se charger d'entraîner les gens, leur fournir de l'équipement, du matos. Leur but, c'est venez les gars, vous allez vous battre le plus vite possible, quoi. Parce qu'on a besoin de vous. Sauf que le général Pershing, qui est le chef du corps expéditionnaire américain, lui, il est plutôt dans le camp de ce qu'on va appeler institutionnel, pour être gentil. Donc, pour lui, le 369e, sa place, c'est pas au front. C'est dans les camions. C'est de servir les autres. Ouais. Et d'assurer l'approvisionnement. Bon, finalement, Pétain va insister auprès de Pershing. Comme quoi le Pétain de la Première Guerre mondiale. Hein, Oui, ce qui n'est pas encore sénile, on va dire. Bref, le Pétain de la Première Guerre mondiale va insister et il va récupérer la gestion de l'entraînement et du déploiement de la 369e régiment. Donc, en gros, qui est de fait intégré à l'armée française. Donc là, vraiment, entraînement intensif. Les New-Yorkais vont découvrir la boue, le gaz moutarde. Ils vont découvrir qu'il faut baisser la tête dans les tranchées parce que sinon t'es mort. Même si on se comprend pas très bien, on parle pas la même langue, les formateurs français, ils voient en face d'eux des gens qui sont prêts à se battre contre le même ennemi. Et puis qui sont volontaires en plus. Voilà, et donc en fait, ça se passe
plutôt bien. Mhm. On est tous rassemblés par un même idéal commun qui est de bouter les boches. De En buter des France. boches qui sont pas particulièrement différents des Français, Non. sauf qu'ils sont moches quoi, à cette époque-là. Non, mais ils sont en face. Ouais, non mais je veux dire, c'est pas la Deuxième C'est Guerre mondiale. c'est Où pas des nazis, ouais. Ouais, non, c'est... Non, non. Le 8 mai 18, finalement, c'est l'épreuve du feu, la guerre des tranchées. Donc, ils vont y combattre de mai à juillet 1918, Mhm. ce qui va en faire l'unité américaine qui aura été sur le front le plus longtemps de toute la guerre. Ah ouais, donc les Américains, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont rien fait. Ah bah, ça, c'est l'unité, parce qu'ils vont se battre aussi sur la Somme et sur la Meuse, Mhm. et c'est 191 jours de front. Ouais. C'est chaud, quoi, parce que une journée de front, déjà, ça doit être un peu violent, quoi. Ouais, voilà, mais c'est donc l'unité qui aura passé le plus de temps sur le front. Mhm. Et ils vont notamment s'illustrer en tenant le siège de Séchault. Alors, à Séchault, il va se passer un truc, c'est un soldat qui va un peu se distinguer, c'est Horace Pipin. Je sais pas, son pote Mary peut-être, C'est ça. C'est un hobbit. qui est peintre et illustrateur Ok. à la ville, et qui va prendre des risques et abattre le sniper allemand Mhm. qui abattait systématiquement les porteurs d'eau. Ah ouais, c'est embêtant. Ce qui est embêtant quand tu es assiégé. Oui, oui, oui. Il faut voir que pendant ces 191 jours, donc il y a 2500 hommes qui partent, Mhm. 725 qui rentrent. Ouais, c'est ouais, pas beaucoup, hein, quand même. Ouais. Le plus connu d'entre eux, c'est sûrement Henry Johnson. Donc lui, il est docker. Ouais. Mais dans les tranchées, il va se distinguer particulièrement par son courage, notamment sur l'Argonne, où il est dans un poste avancé, et il va être pris pour cible par une escouade allemande. Mhm. Globalement, il se retrouve un peu tout seul. Il va d'abord buter un mec avec son fusil, après il va donner des coups de crosse au mec d'en face, sortir son couteau, enfin bref, il va repousser, alors on sait pas trop combien, mais entre 24 et 36 soldats allemands, Ah ouais. en tuer 4, et être blessé 21 fois pendant le combat, ce qui va lui permettre de sauver la vie de ses compagnons. Bien. Et la sienne aussi ou Et il a la survécu et la sienne. Puisque, en fait, ça va être le premier soldat américain de la Première Guerre mondiale décoré de la Croix de guerre. Ah, donc avant Bullard. Bah, Bullard, c'est pas c'est un peu différent. Lui, c'est pas un soldat américain en tant qu'il est pas dans l'armée américaine. Ouais. Mais le premier soldat américain à avoir la Croix de guerre, donc une médaille française, c'est donc un membre de ce 369e régiment. Et ça emmerde un peu tout le monde parce que t'es bien obligé de dire bah ouais, le mec il est fort. Teddy Roosevelt Jr., par exemple, le fils d'eux, dira que c'est un des 5 Américains les plus braves de la guerre. Ok. Et même les journalistes racistes sont un peu obligés de dire bon, ils vont employer toujours un vocabulaire hyper bestial, primaire, Bien sûr. mais ils sont bien obligés de dire que bah ouais, le mec est courageux, quoi. Parce que on est quand même à un moment où l'armée américaine va dire aux Français non mais méfiez-vous d'eux. Bah, c'est des noirs. Ils vont leur remettre même un guide hyper raciste sur comment interagir avec des noirs. Enfin, cela dit, l'armée française aux tirailleurs sénégalais, elle leur apprend le français petit nègre. Oui. Donc pas du vrai français. Non, mais je dis pas que l'armée française est toute blanche là-dessus, mais un peu mieux. Oui. En tout cas. Et parce qu'en fait, cette unité, elle est hyper appréciée. Bah ouais, s'ils sauvent Parce que non seulement ils se battent bien, mais en plus, ils sont très disciplinés. Mhm. Hein, les officiers vont noter qu'il y a, dans leur rapport, peu de recrudescence de viol, de maladies vénériennes ou d'outrage passible de la cour martiale. C'est bien. C'est bien de pas violer les... Oui, non mais, je veux dire, c'est... En même temps, on est à la fin de la guerre, donc on a pris les derniers qui restaient, quoi. Et même en face, on va apprendre à les redouter, puisque c'est les Allemands qui vont leur donner leur surnom, hein, les guerriers de l'enfer, les Hellfighters. Mhm. Donc ça va devenir, l'unité va rester connue comme les Harlem Hellfighters. Le surnom Hellfighters vient des Allemands. C'est eux qui leur donnent ce surnom. C'est pas eux déjà qui avaient trouvé le surnom des aviatrices russes? Les sorcières de la nuit, ouais. il me semble bien que oui. Ouais. Ils sont bons en surnom, en fait. Et ce qui est bizarre, hein, parce que quand t'as pas envie de donner des surnoms comme ça qui font hyper peur à tes ennemis, tu te dis en termes de psychologie. Non, peut-être qu'il y a un truc, tu sais, c'est des Allemands, Oui. genre il faut tuer le dragon et tout. Et tout ça, c'est un petit peu embarrassant
pour Pershing. Oui. Parce que ça met un peu à mal toutes ces histoires de suprématie raciale. Ouais. Ça montre que finalement, c'est une unité qui se comporte mieux que les autres. Mhm. Et nos officiers blancs, ils ont peur de 2 choses en fait. D'abord, une sorte d'alliance des minorités, un peu qui, aux États-Unis, qui mettrait à mal toute la légitimité de la société ségrégée. Hein. Ouais. Ce serait malheureux pour eux. Mais aussi, à côté, pas très loin, il y a le péril rouge qui pointe son nez du côté des Russes. Ah, et il manquerait plus qu'ils deviennent communistes. C'est ça. Donc, il faut absolument étouffer au maximum les exploits de cette unité. Bon, ils vont quand même avoir droit à une parade à New York en rentrant. Mais que dans Harlem. Non, mais il n'y aura aucun officiel de l'armée qui y assistera. Le régiment va être aussi confiné aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on va lui interdire le déploiement à l'étranger, ce qui finira par être levé pendant la guerre du Pacifique. Ouais, au moment où ils en ont vraiment besoin, quoi. Voilà. Cela dit, entre 18 et la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, je crois pas qu'ils fassent de guerre trop aussi. Il n'y a pas des trucs en Amérique du Sud. Ouais, enfin, peut-être, ouais. Ah, ou aux Philippines, je sais plus comment Mais ça même la population va plusieurs fois forcer des soldats de cette unité à retirer leur uniforme. En disant, c'est pas possible qu'un noir porte l'uniforme de l'armée. T'en as qui passent pas très loin du lâchage. Il y a quand même une mesquinerie chez le raciste moyen qui est, moi, qui m'hallucine. Oui. Genre, mec, c'est bon, c'est un costume, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis le mec, il a vu ses potes mourir pour. Ouais, en plus, enfin, il allait dans une putain de tranchée à l'autre bout du monde, quoi. ouais, c'est pas un truc. Enfin, en l'occurrence, c'est pas un truc qui porte juste pour t'emmerder, quoi. Mm. Bon, on va finir quand même sur une note un peu plus joyeuse. Parce que, sans faire trop dans le cliché, mais il se trouve que c'est vrai, c'est difficile de parler d'afro-américain urbain sans parler de jazz. À l'époque, ouais. Enfin, maintenant, ça serait du rap, on va dire, mais... Oui, mais parce qu'au sein du 369e régiment, comme pour d'autres troupes, on va faire un orchestre. On va prendre un orchestre. Et le colonel Hayward, il va confier cet orchestre à Jim Europe. Et Jim Europe, c'est le chef de file de la scène jazz new-yorkaise. Ah, Et c'est un mec qui est reconnu par tout le monde au point, lui, de transcender les barrières raciales. Tout le monde le reconnaît comme un grand musicien. Et en fait, c'est cet orchestre-là qui va donner à Nantes le premier concert de jazz sur le sol européen. ah, cool. En 1918, l'orchestre du 369e va être aussi hyper connu comme instrument de morale pour les troupes. Ce qui fait que c'est le 369e, donc les Harlem Hellfighters, c'est 1% des troupes. Mhm. Mais ils vont être déployés sur genre 20% du territoire. Là, c'est que dès qu'il y a un endroit où le moral baisse, on... C'est ça, on envoie le jazz et on va les utiliser aussi comme ça. Cela dit, tu vois, la chanson de l'époque en France, c'est quand même pas ultra joyeux. Oui. Le jazz, ça doit bien changer les choses, tu vois. Oui. Donc on peut les remercier d'être venus mourir sur le sol français, Oui, déjà, parce qu'ils n'étaient pas obligés. Ouais. Et regretter aussi le traitement qui leur a Ah, mais été réservé. c'est vraiment incroyable, la mesquinerie des trucs, là. Ouais, au point de se dire, on veut pas qu'ils aillent au front. Ouais, on va pas qu'ils aillent au front, il faut qu'ils conduisent que les camions, enfin... voilà. Bon. L'idéologie raciste en même temps, hein, c'est pas... Hein. Exactement. Mais on a quand même appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Et du coup, on va vous laisser là, Mhm. en vous le confiant à tous les autres podcasts du label Podcut, Par exemple. par exemple. Et si vous nous appréciez, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, à venir nous dire bonjour sur le Discord du label, à participer au Patreon. Ça nous permet de faire plein de nouvelles choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous écoutez Dr. Watt. Mhm. Et on embrasse tout le monde. Et puis, à la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.